Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nicoprime TV. Aujourd'hui, vidéo consacrée à Malifaux. Alors vous avez peut-être déjà lu des articles, vu des photos, ou entendu des gens en parler, ou vu une partie se dérouler. Et du coup, vous aimeriez en savoir plus sur le jeu. Eh bien, ça tombe bien parce que je vais commencer aujourd'hui une série de 3 vidéos consacrées à Malifaux. Dans celle d'aujourd'hui, je vous présenterai le jeu, son univers, ses factions et combien cela coûte d'y jouer. Une deuxième vidéo sera consacrée uniquement aux règles du jeu et la troisième partie sera une expli partie entre Sébastien de Paint & Games et moi. À ce propos, Paint & Games va mettre en jeu sur chacune de ces vidéos un lot assez incroyable, auquel je rajouterai moi-même une couche. Mais on en parlera à la fin de la vidéo. Pour l'instant, place à Malifaux, enfin, juste après l'intro. Avant de commencer, il faut que je précise une chose importante ici. Je ne vais parler ici que de la version 3 de Malifaux, c'est-à-dire la M3E. C'est la version la plus récente du jeu. Cette dernière version reprend l'ensemble du contenu des éditions précédentes. Les anciennes figurines restent jouables, mais subissent quelques petites évolutions. Par conséquent, tous les anciens joueurs de Malifaux peuvent jouer à la V3, sans devoir renouveler, changer, racheter l'ensemble de leur matériel de jeu. Donc si vous regardez d'autres vidéos ou d'autres articles, faites attention à ce que ceci soit à propos de la version 3, la M3E. Maintenant, venons-en au jeu lui-même. Qu'est-ce que c'est Malifaux ? Malifaux est un jeu pour 2 joueurs, édité par la société Weird Games et qui existe environ depuis 12 ans. Malifaux, c'est un jeu de stratégie en activation alternée et que l'on peut ranger dans les jeux d'escarmouche. Car ici, pas d'armée de dizaines ou de centaines de figurines. Chaque joueur va avoir en général entre 5 et 15 figurines selon la taille de l'affrontement. Cette taille est déterminée par le budget de la partie. Et ce budget va déterminer la taille de la bande que vous allez pouvoir jouer. Et une fois constituée, c'est cette bande qui va permettre aux joueurs de remporter la victoire via différents objectifs. Et il faut vraiment noter que Malifaux est avant tout un jeu d'objectifs et non pas un jeu de poutres. Car tuer ses adversaires n'est pas la seule ou la meilleure façon de gagner une partie. Vous avez même des bandes qui ne comportent aucun combattant, et qu'on verra tout à l'heure, et qui sont parfaitement jouables. Pour mieux comprendre le jeu, il faut se pencher un peu sur son univers et l'histoire qu'il nous raconte. Et pour ça, je dirais que cela peut se résumer à une question. Mais pourquoi le jeu s'appelle Malifaux ? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, il va nous falloir rentrer dans l'histoire que le jeu nous raconte. En l'an de grâce 1787, les magiciens, sorciers, alchimistes et praticiens en tout genre de diverses magies se rendirent compte que la magie disparaissait. Ils se réunirent alors et décidèrent d'unir leurs forces malgré leurs différences pour essayer de découvrir de nouvelles sources de pouvoir. Après des recherches intenses, ils découvrirent un monde situé à la frontière de notre réalité et séparé par une mince barrière qu'il semblait possible d'ouvrir. La puissance magique émanant de cet endroit était telle qu'il leur était impossible de résister à la tentation. Peu importaient les dangers potentiels, le besoin de magie était beaucoup plus fort. Tous ensemble, ils mirent alors en œuvre leur plus puissante magie et percèrent un trou dans cette barrière. Mais les effets de cette ouverture furent destructeurs. Les magiciens les plus faibles furent vidés de leur essence, et la ville où s'est ouvert le passage fut entièrement détruite. On appelle maintenant cet endroit la brèche. Mais au final, le passage était là, grand ouvert. Rapidement, des équipes d'exploration furent envoyées de l'autre côté et découvrirent une grande ville complètement déserte. Et le nom de cette ville était Malifaux. Les explorateurs cherchèrent alors la source de l'énergie magique qui les mena jusqu'à des exploitations minières dont le produit était des gemmes potentielles. Les explorateurs cherchèrent alors la source de l'énergie magique qui les mena jusqu'à des exploitations minières dont le produit était des gemmes qui irradiaient de l'énergie magique.
Il s'ensuivit alors une ruée à travers la brèche pour l'exploitation de ces pierres lorsque les magiciens en demandèrent en grande quantité afin de pouvoir pratiquer leur art. On découvrit aussi que ces pierres devenaient sombres lorsque leur pouvoir était épuisé, mais qu'elles pouvaient être régénérées lorsqu'elles se trouvaient à proximité d'une personne de Malifaux lorsqu'elle mourait. Cette particularité leur donna le nom de pierre d'âme. Seulement voilà, 10 ans plus tard, durant l'hiver 1797, la brèche se replia sur elle-même, empêchant tout accès à Malifaux. Les tentatives de rouvrir la brèche restèrent vaines et consumèrent de nombreuses pierres d'âme. La magie était une nouvelle fois menacée et des conflits se déclenchèrent pour la possession des pierres restantes. Un groupe se forma pour réglementer un peu ce chaos. Cette organisation, appelée la Guilde, rétablit l'ordre dans ce chaos en réglementant l'usage des pierres d'âme. Une centaine d'années plus tard, la brèche se rouvrit soudainement et on trouva un Malifaux dévasté et désert. Peu importe, la Guilde avait à nouveau accès à une source renouvelable de pierres d'âme et les magiciens ne tardèrent pas à solliciter auprès de la Guilde un accès à Malifaux. Tirant des leçons des événements passés, la Guilde choisit de ne pas autoriser l'accès à Malifaux à tous les demandeurs. La reconstruction de Malifaux commença et le commerce des pierres d'âme put ainsi reprendre. Dans les années qui suivirent, on découvrit d'autres brèches de moindre importance. La Guilde était sur le point de perdre sa mainmise sur l'accès à Malifaux et le contrôle de la ville s'avérait chaque jour plus ardu. Certaines organisations œuvrant en sous-main pour prendre le contrôle. La Guilde sentait son pouvoir lui filer entre les doigts. Des groupes réunis en factions apparurent à Malifaux sans autorisation, apportant le chaos avec eux. Le pire restait cependant à venir. L'histoire que je viens de vous présenter est un condensé rapide et ce n'est qu'une infime partie de l'univers que nous décrit Malifaux. Univers dans lequel on va pouvoir jouer, où se mélangent magie, western années 1800 et steampunk années 1900. Et selon les factions, ces stéréotypes vont être plus ou moins présents dans la bande, mais aussi dans leur façon de jouer, dans leur gameplay, aussi bien que dans l'univers graphique qu'elles vont adopter. Et comme une des raisons qui nous pousse à jouer à ce genre de jeu, c'est justement les figurines, il va être temps d'en parler un petit peu. Celles du jeu Malifaux sont classées dans la taille des figurines de 28 mm. Bien évidemment, elles peuvent être plus petites ou plus grandes, selon le besoin. Elles sont vendues en plastique dur et en kit multiparts, c'est-à-dire qu'il va falloir les assembler. On parle ici de modélisme. Ne vous attendez pas à trouver du easy clip ou des choses déjà toutes montées. Mais c'est aussi ce qui fait leur force, parce que ces multi-kits vont nous permettre d'assembler une figurine qui sera d'une incroyable qualité, tant en termes de sculpture que de finition. Et à mon sens, celles de l'ensemble de la gamme de Malifaux sont vraiment incroyables. Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole, lorsque vous les verrez, je pense que vous serez d'accord avec moi. Bien, le jeu commence à vous intéresser, maintenant essayons d'aller un peu plus loin. De quoi ai-je besoin pour jouer à Malifaux? Et combien ça coûte? Tout d'abord, je suis désolé de vous le dire si vous ne vous en doutiez pas, mais non, les figurines ne sont pas gratuites. Pour les besoins de cette démonstration, je me suis donc basé sur les prix de notre partenaire, c'est-à-dire Paints & Games. D'une part, parce qu'il me semble tout à fait raisonnable, et qu'en plus, ils sont disponibles en France. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, jouer à Malifaux se fait selon un budget. Il représente l'ensemble de la somme que chaque joueur va pouvoir dépenser dans sa bande. Ce budget est compté en Soulstone, c'est-à-dire en pierre d'âme. Et il ne faut pas le confondre avec le budget en euros, que vous allez devoir dépenser pour acheter des figurines. Car oui, vous allez obligatoirement devoir acheter des figurines. En même temps, un jeu de figurines sans figurines, le budget classique d'une partie est de 50 points. Pardon, 50 Soulstone. Mais pour atteindre ce budget de 50 Soulstone, en général, une seule boîte ne suffira pas. Il vous en faudra 2 au minimum. Voici donc un exemple d'achat en euros de 2 boîtes.
L'ensemble de ces deux boîtes va permettre d'atteindre les 50 soulstones. Bien entendu, on peut aller plus loin en termes d'achat et ainsi obtenir un potentiel de soulstone supérieur et ainsi faire varier sa bande d'une partie à l'autre. On peut aussi jouer en dessous des 50 points, par exemple entre 30 et 40 points. Et donc obtenir un budget en euros pour 2 joueurs qui reste plus que raisonnable puisqu'une seule boîte suffira. J'ai ici cumulé le prix le plus cher et le moins cher pour une core box. Les core box sont les boîtes qui contiennent un héros qui déterminera la façon dont votre bande peut être constituée. Elles sont les bases obligatoires de toute bande. Voyons cela un peu plus en détail. Mettons qu'ici je choisisse Neverborn comme faction. Puis à l'intérieur, Pandora, qui sera mon héros et qui me donne le mot-clé Woe, malheur. Parce que porter malheur à son adversaire, c'est toujours plaisant. Du coup, j'achète la core box de Pandora. Comme elle a le mot-clé Woe, je peux y adjoindre les boîtes ayant le même mot-clé. Ici, les boîtes de Lisa et Carver. Mon panier ressemble donc à ceci et me coûte au total 84,50 €. Voyons maintenant comment mes euros vont se transformer en points, enfin en soulstone. Chaque boîte est fournie avec les cartes correspondantes aux figurines qu'elle contient. Ici, la carte de Pandora, sur laquelle on retrouve son mot-clé, sa faction et son coût en points. Ces informations sont présentes sur toutes les cartes. Et voici celles contenues dans les 3 boîtes. Une bande est généralement composée de 4 types de figurines. Un chef ou un héros, Pandora, un ou plusieurs henchmen, c'est-à-dire des sortes de lieutenants, des enforcers, qui sont les troupes d'élite, et enfin des minions, les troupes de base. Maintenant, faisons des maths, enfin, juste des additions. Si les figurines ont le même mot-clé, leur prix sera celui qui est nominal sur la carte. J'additionne donc tout simplement le coût de chaque carte. Et là, normalement, vous me dites que mon calcul est faux. Je n'obtiens pas 50, parce que si je cumule toutes les cartes, le total est de 65. Alors oui, c'est vrai, sauf que, vu que Pandora est votre chef, du coup, elle est gratuite. Vous allez également me dire qu'il manque une carte, celle du Carver. Effectivement, et le fait d'avoir acheté cette figurine va me permettre d'effectuer des changements dans la composition de ma bande. Par exemple, d'enlever un Lisa et les objets pour jouer Carver, ou de ne jouer qu'un seul Zoro, etc., etc. Vous pouvez aussi faire varier votre bande avec des boîtes qui n'ont pas le même mot-clé. Pour cela, vous avez 2 choix. Premièrement, les figurines versatiles. Ce sont des sortes de mercenaires sans mots-clés et qui donc peuvent être incorporés dans n'importe quelle bande de la faction. Et du coup, on ajoute leur prix comme d'habitude. Ensuite, vous pouvez jouer d'autres cartes, de mots-clés différents, mais toujours dans la même faction. Sauf que dans ce cas-ci, si elles ont un mot-clé différent, elles coûteront 1 de plus que leur prix nominal. Enfin, vous pouvez aussi inclure plusieurs maîtres dans votre bande, mais ces maîtres coûtent extrêmement cher. Un seul sera votre chef, et donc un seul sera gratuit. Plus vous allez en ajouter, plus la taille de votre bande sera réduite, si vous décidez de le faire. Pour nous aider, Wyrd met à disposition gratuitement un outil qui va nous permettre de créer cette liste. Il s'agit du Crew Builder, disponible sous forme d'application mobile ou d'un site internet. Crew Builder va aussi vous permettre de visualiser l'intégralité des cartes et des figurines du jeu, et donc de savoir exactement leur coût et ce qu'elles font. Donc avant de foncer tête baissée acheter des figurines, je vous conseille de lire leurs cartes sur l'application. L'objectif lorsqu'on crée une bande est de faire en sorte que ses membres puissent interagir ensemble. C'est-à-dire que les bonus de chacun puissent se cumuler pour donner des bonus qui sont supérieurs à ce qu'ils donneraient séparément. C'est ce qu'on appelle des combos. En général, les core box contiennent au moins un de ces combos. À vous de voir ensuite comment améliorer votre équipe pour multiplier les combos. Bien voilà, ça y est. Vous avez peaufiné votre bande, acheté vos figurines et vous êtes prêt à en découdre. Mais pour jouer, il va vous falloir encore quelques petits accessoires. Le jeu se joue sans dés. Ces dés sont remplacés par des cartes. Par conséquent, il va vous falloir 2 jeux de 54 cartes avec 2 jokers, un rouge et un noir. Pourquoi 2 paquets? Parce qu'il va en falloir un pour chaque joueur. Cela peut être des cartes tout ce qu'il y a de plus simple, ou bien des cartes spécifiquement dédiées à Malifaux. Cela ne fait pas de différence. Mais ce n'est pas tout. Pour jouer, il va aussi vous falloir de la mémoire, ou à défaut, des jetons, que l'on appelle aussi tokens. Je suis sûr qu'il vous en reste dans la vieille valise de 50 jeux de société que mamie vous a offert à Noël il y a 15 ans.
Sinon, une boîte de 200 jetons de couleur à 6 € sur Amazon et un bon marqueur, et vous aurez largement de quoi faire pour jouer. Sachez qu'il existe aussi des jeux de tokens spécialement conçus pour Malifaux. Mais à mon sens, payer entre 50 et 75 € des tokens qui sont souvent moches et peu lisibles, c'est pas mon truc. Et si mamie a passé son tour pour les jetons à Noël et que vous n'avez pas le budget, il y a toujours une autre solution. Pour être complet, les figurines, les cartes et les jetons ne sont pas les seuls objets dont vous allez avoir besoin pour pouvoir jouer. Il vous faudra aussi de quoi mesurer, en pouces. Mais si vous jouez déjà à d'autres jeux, il y a fort à parier que vous avez déjà ça. Il vous faudra aussi une table avec un plateau d'au moins 90 cm de côté, ou 3 sur 3, mesuré en pied. Il vous faudra aussi des décors, et si vous n'en avez pas, une pile de livres, des cailloux ou tout ce qui vous tombera sous la main sera parfait pour commencer. Si vous souhaitez aller plus loin, il existe de très nombreux tutos sur le net qui vous permettront de fabriquer à moindre coût des décors qui seront tout à fait adaptés. Il vous faudra aussi un deuxième joueur, parce que sinon il faut avouer que c'est un peu chiant. Et il vous faudra enfin 2 ou 3 heures devant vous. Pour finir sur la partie prix, sachez aussi que Wyrd vend tout un tas d'accessoires complémentaires qui peuvent vous servir en jeu. Alors ils n'ont absolument rien d'obligatoire, ils ne vous empêcheront pas de jouer si vous ne les avez pas. Ils vont simplement vous apporter un confort, des informations supplémentaires ou plus de lore sur le monde de Malifaux ou vos personnages. En vrac, il y a le livre imprimé et complété d'une grosse partie de lore sur Malifaux. Il vaut environ 15 €. Les règles qui sont dedans sont identiques à celles téléchargeables gratuitement sur leur site. Ils vous proposent ensuite des jeux de cartes, soit génériques à Malifaux dans son ensemble, soit spécifiques à chaque faction. Ces jeux valent entre 14 et 20 €. Ils proposent aussi des faction packs qui sont des paquets de cartes regroupant l'ensemble des cartes de profil d'une même faction et qui peuvent être utiles si vous avez récupéré des figurines d'occasion ou de vieilles boîtes dont les cartes ne correspondent plus à la V3. Ces paquets de cartes valent environ 20 €. Et enfin des livres dans lesquels sont développés un peu plus loin le fleuve de chaque faction ou de chaque personnage. Vous allez également retrouver imprimé l'intégralité des cartes de profil de toutes les figurines de la faction avec une petite histoire pour chacune d'elles. Ces livres valent environ 23 €. Il est donc temps maintenant de parler des différentes factions de Malifaux. Le jeu nous propose 8 différentes factions. Ce sont les sortes de clans, de groupes, groupuscules qui regroupent des individus autour de certains centres d'intérêt, culture, race, etc. Ces 8 différentes factions sont la Guilde, les Résurrectionnistes, les Neverborn, les Outcasts, le Bayou, les Ten Thunders, les Arcanistes et pour finir, la Société des Explorateurs. Chacune de ces factions est personnalisée par les héros qui composent les factions et la caractérisent. Ces héros sont les maîtres qui vont déterminer quels adjoints vous allez pouvoir recruter dans votre bande, avec votre budget de Soulstone. Faisons maintenant le tour des différentes factions et de leurs maîtres. Comme cette présentation peut être assez longue, j'ai mis des timecodes vous permettant d'aller ou de revenir directement à chaque faction. N'hésitez pas à vous en servir, vous les trouverez en description de la vidéo. Mais j'ai préféré tout regrouper d'un coup plutôt que d'obliger les gens à naviguer entre plusieurs petites vidéos. La guilde est souvent considérée comme une force omniprésente et vigilante qui protège les citoyens contre les criminels et les monstres qui rôdent dans Malifaux. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette force est une illusion soigneusement entretenue. La protection des gens est en fait une motivation qui est au mieux secondaire pour la guilde. Son intérêt principal est surtout mercantile et repose sur l'exploitation des pierres d'âme. Parce que chaque cargaison renvoyée sur Terre contribue à consolider l'emprise de la guilde sur les nations les plus puissantes de la Terre. Voici les chefs charismatiques qui dirigent les bandes jouables de la guilde. Cornelius Bass, avec le mot-clé Frontière. C'est un shérif solide et pragmatique qui a été chargé de faire régner l'ordre dans les régions les plus reculées de Malifaux. Ces pionniers utilisent le terrain du plateau de jeu pour s'offrir à la fois une protection et des outils pour punir leurs ennemis. En tant que chef, Bass s'attache à punir ses ennemis, que ce soit par son potentiel inné de dégâts ou en les repositionnant dans le terrain. En plus d'exploiter le terrain du champ de bataille, Bass et l'équipe frontalière ont une grande capacité de tir. De plus, ils peuvent étendre la distance de leur déploiement au début du jeu.
Cornelius a également un double statut de faction lui permettant de jouer à la fois avec la guilde et la Société des Explorateurs. Sonia Creed avec le mot-clé Witch Hunters. Autrefois possédée par un tyran, les démons de Malifaux, et maintenant libérée, Sonia décime ses ennemis avec sa puissante magie de feu. Elle invoque des sorciers et repousse et chasse les mages maléfiques. Les chasseurs de sorcières possèdent des capacités de bouclier arcanique et des contre-sorts qui fournissent un bouclier supplémentaire aux chasseurs de sorcières et obligent les ennemis à se défausser de cartes. Cela impose un jeu hyper agressif et permet d'éliminer les ennemis à distance en brûlant leurs âmes jusqu'au point de non-retour. Lady Justice avec le mot-clé Marshall. Brandissant son épée au combat, Lady Justice est un monstre de mêlée dans Malifaux. En tant que combattant, Lady Justice et ses Death Marshals sont spécialisés dans le combat contre les forces des morts vivants, en utilisant la magie nécromantique qui les affaiblit tout particulièrement. Contre tous les autres ennemis, Lady Justice et les Marshals ont une vitalité incroyable lorsqu'ils combattent. Leur arme de prédilection est le cercueil en bois qui sert de conduit magique pour piéger leurs ennemis et les purger de leur force jusqu'à la mort définitive. Perdita Ortega, avec le mot-clé famille. Perdita est une tireuse effrayante à voir de l'autre côté de la table, précise et dévastatrice à distance. En plus de faire pas mal de dégâts aux ennemis, elle peut aussi tirer à distance sur les marqueurs, ce qui lui permet de garder ses actions pour des choses qui comptent vraiment, c'est-à-dire tirer dans la tête des gens. Sa famille a un style de jeu permissif car elle possède des capacités de bravade qui leur permet de se déplacer lorsqu'ils effectuent une action et donc leur permet de se repositionner rapidement, même au milieu d'un combat. Nelly Cochrane, avec le mot-clé journaliste. À la tête d'une équipe unique de non-combattants, la rédactrice en chef du journal de Malifaux se concentre sur deux choses, la mobilité et les debuffs. Les journalistes n'abandonnent jamais et ils utilisent leur esprit et leur innocence au combat comme une véritable arme. Maître de la propagande, cette équipe est capable de faire tourner n'importe quel scénario à son avantage grâce à son habileté exclusive interview, qui leur permet un contrôle total de l'action des figurines situées à moins de 2 pouces d'eux, quels que soient leurs plans originels. Charles Hoffman, avec le mot-clé Augmented. Hoffman est un maître de soutien qui amplifie considérablement les capacités de ses constructs, sorte d'automates intelligents, utilisant des jetons de puissance pour débloquer des capacités et augmenter la précision des attaques. Avec leur protection en acier qui fournit une armure à l'ensemble de la force, les membres de cette bande sont vraiment des durs à cuire. Agissant comme un centre de puissance pour les constructs, ceux qui l'entourent, Hoffman est la clé de la survie de son équipe, se concentrant sur la guérison de ses constructs endommagés et leur fournissant des effets bénéfiques tels que la rapidité. Charles Hoffman peut être joué aussi bien pour la guilde que pour les arcanistes. Lucius Matheson, avec les mots-clés élite et mimique. Chef de la division d'élite, il a cependant un statut de double faction et est plus que disposé à travailler avec la guilde ou les Neverborn. En tant que politicien et commandant, Lucius est très doué pour donner des ordres à ses subordonnés sur le champ de bataille. Bien que son personnage paraisse digne de confiance, Lucius cache de sombres secrets et des objectifs, qui sont réalisés avec les mimiques, cachés au sein de ses forces. Ceux-ci possèdent la capacité de suivre des ordres et de tirer une carte de plus lorsqu'elles sont contrôlées par un officier supérieur. Et pour finir, Dachel Baker, avec le mot-clé garde. L'ascension fulgurante de Dachel dans les rangs de la guilde lui a permis finalement de décrocher un poste de commandant de la garde. Dachel agit principalement en tant qu'invocateur qui fait appel à ses subordonnés pour renforcer les positions importantes sur le terrain, c'est-à-dire les marqueurs, en utilisant la capacité de poursuivre qui accorde des bonus à ses actions lorsqu'il cible des ennemis qui sont déjà activés pendant le tour. L'équipage de la garde punit ses ennemis qui les attaquent agressivement, tandis que ses renforts constants lui assurent une force de combat toujours au maximum. Voilà, nous avons fait le tour de la guilde, passons à la faction suivante. Les résurrectionnistes. C'est un regroupement de nécromanciens, de pilleurs de tombes et de tueurs sans pitié.
Les résurrectionnistes ont une animosité mutuelle pour la guilde et pour tous ceux qui voudraient se refuser à leur procédé morbide. S'appuyant sur le pouvoir contre-nature de l'esprit de la tombe, ces nécromanciens invoquent de sombres miracles qui ébranlent l'équilibre même de la vie et de la mort. Ils peuplent les quartiers abandonnés de la ville de Malifaux ou encore ses vastes et sombres souterrains. Voici les chefs charismatiques qui dirigent les bandes jouables des résurrectionnistes. Simus, avec le mot-clé Red Chapel. En tant que tueur en série le plus tristement célèbre de la ville, Simus a une réputation à tenir lorsque le tueur de la Chapelle Rouge se glisse dans les rues sombres de Malifaux. Il cherche à éliminer ses cibles une à une en se vantant de posséder un potentiel de dégâts parmi les plus élevés du jeu. Ses prouesses sur le champ de bataille sont renforcées lorsqu'il cible ceux qui sont déjà envoûtés par les tentations écarlates de l'équipage de la Chapelle Rouge. Reva Cortinas, avec le mot-clé revenant. Un feu intérieur anime Reva et incite les autres à suivre sa cause. Reva utilise des marqueurs de bûcher, des flammes fabriquées à partir des cadavres de ceux qui tombent sur le champ de bataille. L'équipage de Revenant fait un grand usage de ces marqueurs de bûcher via la capacité Esprit dans les flammes, permettant de communier avec les esprits qui dorment dans le bûcher et accordant la condition de bouclier chaque fois qu'ils se déplacent dans ces bûchers de mort, ce qui rend la bande très résistante. Kirai Ankoku, avec le mot-clé Urami. De retour de ses aventures sur Terre, Kirai a perfectionné ce qui a été son principal objectif depuis son introduction à travers le portail de Malifaux, l'invocation. Ce qui a changé, c'est la façon dont elle s'y prend. Lorsqu'elle invoque un de ses esprits, il obtient désormais une amélioration Esprit Vengeur qui endommage Kirai à chaque tour, mais rend plus forts les esprits. Pour rester en vie, Kirai devra compter sur ses esprits, les Urami, qui la soignent à chaque fois qu'il tue un modèle ennemi. Douglas McMorning, avec le mot-clé expérimental. Le docteur Douglas McMorning a sacrifié beaucoup pour la grandeur de la guilde, y compris sa santé mentale et sa position élevée au sein de la guilde. Se battant désormais entièrement aux côtés des résurrectionnistes, McMorning est libre de se livrer pleinement aux manigances liées aux poisons pour lesquels il était connu. Ses créations expérimentales ont été quelque peu endurcies grâce aux toxines du bon docteur et possèdent la capacité de métabolisme pervers, ce qui leur permet de guérir de leur état de poison au lieu de subir des dommages. Molly Squidpeach, avec le mot-clé Forgotten. Molly s'est éloignée de ses racines d'invocatrice pour devenir un maître du contrôle qui excelle à limiter les options de son adversaire tout en donnant du pouvoir à sa propre bande, les Forgotten, qui sont un équipage de morts-vivants enragés doués d'une certaine sensibilité. Elle se concentre sur leur capacité d'évanouissement qui leur confère des effets bénéfiques pour se débarrasser des cartes de leur main du destin. En gros, elle triche beaucoup plus et surtout beaucoup mieux que tous les autres. Jackdaw, avec le mot-clé Tormented. Avec son équipe de zombies terrifiants, Jackdaw sert les résurrectionnistes aussi bien que les outcasts. À chaque fois qu'il subit des dégâts, il peut se défausser d'une carte pour réduire ses dégâts de 1. De même, chaque fois qu'un membre de son équipe tire des cartes, il peut soigner ses dégâts. Le tourmenté profite pleinement de sa capacité à attacher des améliorations de malédiction aux modèles ennemis. Et, avec des capacités de tourment, de blesser les ennemis tout en tirant des cartes. Yan Lo, avec les mots-clés Ancestor et Retainer. Résurrectionniste et membre des Ten Thunders, Yan Lo est un puissant sorcier qui a oublié une grande partie de sa vie passée. Cependant, à chaque fois qu'il s'active, il récupère une partie de sa force passée. Son équipe thématique est divisée entre ancêtres et fidèles. Les ancêtres se transforment en améliorations reliquaires lorsqu'ils sont tués. De plus, Yan Lo peut faire appel à l'esprit d'un reliquaire, permettant ainsi à l'ancêtre de revenir à la vie. Qui a parlé de mission suicide ? Le professeur Von Stuck, avec le mot-clé Transmortis. Le directeur de la tristement célèbre université de Transmortis est le dernier nécromancien à avoir rejoint le rang des résurrectionnistes. Von Stuck est un invocateur, bien qu'il l'aborde d'une manière différente de la plupart des nécromanciens.
en ce sens qu'il permet à ses étudiants morts-vivants de faire l'invocation sous sa direction. En concentrant ses enseignements sur la manière d'estropier ses ennemis, les étudiants de Transmortis possèdent tous la capacité d'opposition étudiée, qui leur permet de tirer des cartes lorsqu'ils correspondent à la couleur d'un ennemi dans un duel. Cela conclut les résurrectionnistes. Nous allons passer maintenant à la faction suivante. Les Neverborn. Les créatures que l'humanité a surnommées les Neverborn sont les habitants originels de Malifaux. Certains sont les descendants tordus des premiers occupants du monde, tandis que d'autres sont des ghouls cauchemardesques créés par des sorts bizarres ou une évolution améliorée par la magie. Beaucoup de Neverborn croient que l'humanité est un fléau qui doit être nettoyé, mais de rares personnes croient qu'ils ont un rôle important dans les grands projets de ce monde. Seul le temps nous le dira. Voici les chefs charismatiques qui dirigent les bandes jouables Neverborn. Pandora, avec le mot-clé WoW. Pandora est connue pour repousser les attaques de l'ennemi, en plus de forcer les modèles ennemis à se faire du mal. Pandora est également très douée pour contrôler les activations ennemies grâce à sa capacité de changement d'humeur, qui leur permet de se défausser d'une carte ou d'un jeton pour choisir le modèle qu'un adversaire doit activer ensuite. Les WoW incarnant les émotions négatives, les malheurs de chacun qui sont liés à une condition spécifique. Il s'offre ainsi en jeu de multitude d'effets, de bonus, de malus qui sont polyvalents et qui s'appliquent à son équipe ou à l'adversaire. The Dreamer, avec le mot-clé Nightmare. Le rêveur est un adolescent qui invoque sur le plateau des cauchemars horribles. Le rêveur et le Lord Champsibits travaillent en duo plutôt que séparément. En tant que bande, les Nightmares exploitent la peur de leurs ennemis grâce à leur capacité à s'en nourrir, ce qui leur permet de se guérir chaque fois qu'un ennemi échoue à un duel de volonté autour d'eux, ou en provoquant directement la peur, comme par exemple en arborant un horrible visage terrifiant. Titania, avec le mot-clé Fae. L'autoproclamée reine des Neverborn est bien plus résiliente que l'on pourrait le penser à première vue. Sur la table, elle sert de char défensif qui transforme le terrain autour d'elle à son propre avantage. Cette reine et ses fae possèdent une capacité unique de croissance abondante, leur permettant de créer du terrain au début du jeu, punissant leurs ennemis et offrant un avantage de terrain à toute sa bande. Zoraida, avec le mot-clé Swampfane. Zoraida est la reine de la manipulation. En plus de déplacer d'autres modèles sur le champ de bataille au gré de ses caprices, elle possède également un grand nombre de manipulations comme par exemple sa puissante action Échange de destin, qui oblige les deux joueurs à se défausser de leurs mains et à tirer 6 nouvelles cartes. De plus, elle utilise un groupe de créatures qui vivent dans les marais dont la capacité la plus courante est Pénétration, qui force les ennemis autour d'eux à se débarrasser de leurs cartes, ou sinon d'être étourdis. Marcus, avec le mot-clé Chimera. Initialement arcaniste, Marcus a fait un pacte avec Titania et sert maintenant aussi les Neverborn. Ce changement d'allégeance s'accompagne d'un changement de style de jeu. Marcus fait désormais muter activement les bêtes et les chimères qui l'amènent au combat, en adaptant leurs attaques et leurs capacités à ses besoins. Les chimères sous le contrôle de Marcus ont la capacité d'évolution adaptative, ce qui leur permet de se faire des mouvements d'avance rapide au prix d'un retour à leur forme initiale et de l'abandon temporaire d'amélioration. Lucius Matheson, que nous avons vu dans la guilde. Euripide, avec le mot-clé Savage. Euripide est un ancien prophète des géants qui est descendu des montagnes sur ordre de Titania. En tant que créature de glace et de givre, Euripide est capable de créer des piliers de glace sur le champ de bataille et de les lancer sur ses ennemis, de contrôler le champ de bataille ou même de se téléporter sur les piliers dans une surprise fracassante. En plus de leur tour gelé, Euripide et ses sauvages utilisent également d'anciennes méthodes leur permettant de retourner des cartes de leur pile de défausse plutôt que leur jeu de cartes du destin. Et enfin, Nekima, avec le mot-clé Néphilim. C'est la reine des Néphilim, créature issue du sang des premiers natifs tués par les humains.
Son unique but est de tuer tous les envahisseurs humains. C'est une terrifiante combattante de mêlée, capable à la fois d'une grande vitesse et d'immenses dégâts. La capacité qui relie Nekima à son équipe est le sang noir des Néphilim, qui éclabousse pour blesser ceux qui les entourent à chaque fois qu'ils subissent des dommages. Voilà, nous avons fait le tour des Neverborn, passons à la faction suivante. Les Outcasts. Ces hommes et ces femmes robustes sont ceux qui cherchent une existence libre de toute loi et de tout contrôle de la guilde et de leur espèce. Les Outcasts font souvent leur chemin en tant que canailles ou mercenaires, vendant leurs services aux plus offrants. Se frottant souvent à ceux qui détiennent le pouvoir, ces mercenaires se chargent des sales tâches que d'autres éviteraient, ou cherchent leur propre voie vers le pouvoir. Voici les chefs charismatiques qui dirigent les bandes jouables Outcast. Von Schill, avec le mot-clé Freikorps. Chef du groupe de mercenaires endurcis Freikorps, Von Schill est un combattant acharné capable de distribuer des améliorations d'équipement à ses disciples, leur donnant accès à de puissants lance-roquettes, des mines cachées et autres armes mortelles. Les Freikorps sont un style de jeu parmi les plus polyvalents, s'adaptant facilement à toutes les situations à la volée, tout en restant fidèles à leur style de jeu, avec des personnages incroyablement résistants. The Victoria, avec le mot-clé mercenaires. Les Victoria sont uniques en ce sens qu'ils sont en fait un maître divisé en deux. Toutes deux peuvent jouer des rôles efficaces sur le champ de bataille, quel que soit le modèle d'arme choisi. Ces Victoria sont un style de jeu glace-canon, permettant une hypermobilité et de nombreux dégâts, tout en étant enfermés dans une certaine fragilité. Chaque membre de cette bande de mercenaires possède la capacité de se repositionner au début de chaque tour. Jackdaw, avec le mot-clé Tormented, que nous avons vu dans les Résurrectionnistes. Leviticus, avec le mot-clé Amalgame. Tout en recherchant l'immortalité, Leviticus s'est approché de la mort plus près que beaucoup d'autres créatures vivantes. Comptant sur ces créatures sans armes comme vie supplémentaire, Leviticus vacille en permanence au bord de la mort. Il abuse de sa santé comme ressource supplémentaire pour ses alliés ou comme dommage contre ses ennemis. Mais ces amalgames ruineux utilisent l'essence de vie de ses membres et de ceux qui les entourent dans un échange fluide avec les capacités d'entropie et les capacités qui drainent lentement la vie de ceux qui les entourent. Hamelin, avec le mot-clé Plague. Hamelin est centré autour de son mécanicien de chair. Les sous-fifres de la peste distribuent des jetons via la capacité maladie, qui place des jetons de fléau sur les modèles qui s'activent près d'eux. Au fur et à mesure que les modèles accumulent de nouvelles maladies, ils deviennent plus puissants et infligent des dégâts égaux au nombre de jetons de fléau que possède la cible. Plus le temps passe, plus l'issue est certaine. Tara, avec le mot-clé Oblitération. Après sa séparation d'avec les Résurrectionnistes, Tara est maintenant une pure outcast. Bien que son objectif premier soit toujours d'enterrer ses ennemis, ce qui les retire temporairement de la table. Elle a également acquis la capacité d'invoquer la plupart de sa bande, bien qu'il commence le jeu en étant enterré. Pour entrer sur le champ de bataille, les sous-fifres d'oblitération devront tuer des ennemis et ainsi permettre aux enterrés situés à côté d'entrer en jeu, pouvant ainsi, à leur tour, réveiller d'autres enterrés. Parker Barrow, avec le mot-clé bandit. Parker est l'un des bandits les plus dangereux de Malifaux et il est bien connu pour ses plans élaborés. Avec ses capacités à voler des cartes, des pierres d'âme et autres ressources aux ennemis, Parker incarne le style de vie des bandits en mélangeant les dégâts à distance et la manipulation. En tant que membre du gang Barrows, ses alliés bandits possèdent la capacité de courir et de tirer, ce qui leur permet de faire des attaques de tir, même lorsqu'ils chargent. Captain Zip, avec le mot-clé Infamous. Le redouté pirate du navire Infamy a élargi ses horizons et a formé un partenariat improbable avec un certain nombre d'outcasts peu recommandables. Zip est l'un des plus récents maîtres à double faction outcast et Bayou et se vante de sa vitesse folle et de ses impressionnantes capacités de debuffing. Toujours désireux d'impressionner leur capitaine et d'être à la hauteur de sa réputation grandissante, son infâme bande possède
la capacité de tirer une carte s'ils ont triché sur le destin lors de leur activation. Voilà, nous avons fait le tour des bandes Outcast. Passons maintenant à la faction suivante. Le Bayou. À l'est de Malifaux City se trouve le Bayou, un vaste marécage avec des marais ouverts, des zones humides inondées et des hectares de porcheries. Sous les branches se trouve une société de gremlins qui imite l'humanité, tout en fabriquant de l'alcool et en bricolant des armes à feu. De manière générale, ils sont considérés par les autres comme une nuisance mortelle pour la société. Le Bayou est un endroit chaotique, bucolique, alcoolique, énigmatique, et les gremlins feront tout ce qu'il faut pour qu'il le reste. Voyons maintenant qui sont les chefs charismatiques qui dirigent les bandes jouables du Bayou. Ophélie Lacroix, avec le mot-clé Kin. La jeune matriarche de la famille Lacroix a passé son temps à rassembler toutes les armes étranges qu'elle pouvait trouver. Ces armes dévastatrices sont représentées par les arsenals upgrade qui lui donnent une grande variété de moyens pour entraver et blesser ses ennemis. Bien qu'il n'ait jamais fui un combat, les Kin d'Ophélie ont tendance à tressaillir quand les chances ne sont pas de leur côté, ce qui leur donne un bouclier supplémentaire quand ils sont confrontés à des chances défavorables. Ma Tucket, avec le mot-clé Trixie. Chef de la famille Tucket, elle a fait le tour du quartier à plusieurs reprises et elle a appris beaucoup de trucs sournois au cours de sa longue vie. Sur le champ de bataille, elle combine une grande quantité de dégâts avec une quantité de mouvements franchement absurde, ce qui fait d'elle l'un des maîtres les plus mobiles du jeu. Les gremlins rusés de la bande de Ma Tucket suivent ses traces grâce à la puissante capacité de dératisation, ce qui leur permet de se déplacer jusqu'à 3 pouces à chaque fois qu'un modèle ennemi triche sur le destin. Alex Turner, avec les mots-clés Zoé et Pig. Le maître porcher de Malifaux souhaite une vie simple. Passer les journées d'été à surveiller son troupeau, laisser les cochons se développer librement et à l'état sauvage. Ulix passe son temps à mettre ses cochons en position et à les laisser grandir sous ses yeux, devenant de plus en plus forts et de plus en plus endurants. Ces cochons cependant ont conservé leur nature sauvage et imprudente, avec des effets tels que le massacre et le piétinement, ce qui cause des dommages excessifs aux ennemis, mais aussi à sa santé ou dans un sens général, à la propre préservation de sa bande. Wong, avec les mots-clés Whizbang. Le nom de Wong est synonyme de magie incontrôlée et d'explosion encore plus incontrôlée, et cet héritage impressionnant fait de Wong l'enfant vedette et la tête d'affiche du mécanicien de Shockwave. Le penchant de Wong pour les dommages collatéraux a été renforcé par la capacité de vie Hard Knock, commune au modèle Whizbang et qui octroie une action chaque fois qu'un modèle est endommagé par un autre modèle ami. Summerteeth Jones, avec le mot-clé Big Hat. N'étant pas du genre à jouer franc jeu s'il peut l'éviter, Summer a recruté tout le clan Jones pour le soutenir dans le combat. Enthousiasmant ses ennemis par sa capacité à invoquer sa famille, Summer a maintenant un plus grand chapeau que jamais. Ces gremlins à gros chapeaux se distinguent par leur capacité à faire des appels de fond dans le bayou et leur permet de faire bénéficier d'actions bonus tous les autres modèles à gros chapeaux de la région, en plus d'essayer leurs ennemis. Le Brewmaster, avec le mot-clé Trixie. Ayant rompu tout lien avec les Ten Thunders, le maître brasseur concentre désormais toute son attention sur les problèmes des gremlins, en empoisonnant ses ennemis avec de l'alcool à haute teneur en alcool. The Brewmaster s'assure qu'ils seront incapables de fonctionner efficacement, même s'ils succombent lentement au mélange toxique de ces boissons. Ces adeptes Trixie, cependant, ont absorbé tellement de mélange de leur patron qu'ils ont obtenu une capacité de tolérance élevée, qui réduit à zéro tous les dommages qu'ils subissent à cause du poison. Zoraida, avec le mot-clé Swamp Feint, que nous avons déjà vu chez les Neverborn. Captain Zip, avec le mot-clé Infamous, que nous avons vu chez les Outcasts. Voilà, nous avons fait le tour du bayou. Passons maintenant à la faction suivante, les Ten Thunders. S'adonnant à des assassinats, du chantage, du racket, des cambriolages, des jeux d'argent, des enlèvements, de la contrebande, du trafic de drogue et tout ce qui est jugé illégal,
Les Ten Thunders, les 10 tonnerres, est un syndicat du crime principalement basé dans le petit royaume de la ville de Malifaux. Ayant juré de garder le secret et devant donner volontairement leur vie pour l'organisation, les membres sont extrêmement dévoués à leur cause, qui n'est ni plus ni moins que de prendre le contrôle de Malifaux dans sa totalité. Voici les chefs charismatiques qui dirigent les bandes jouables du Ten Thunders. Shenlong, avec le mot-clé Monk. Shenlong est un maître des arts martiaux, cela lui octroie diverses améliorations de style de combat qui peut passer au cours du jeu, en lui fournissant ainsi qu'à ses totems de nouvelles actions et de nouveaux effets puissants qui lui permettent d'aborder n'importe quelle situation. Afin de combattre leurs ennemis, Shenlong et ses moines utilisent également des jetons de chi qui peuvent être jetés pour obtenir un bonus important dans n'importe quel duel. Misaki Katanaka, avec le mot-clé Last Blossom. Depuis qu'elle a tué son père, elle a pris le contrôle des 10 tonnerres. C'est un pur assassin ninja, utilisant la magie des ombres pour disparaître sur le champ de bataille. Lorsque Misaki s'active, elle peut apparaître à côté de ses ombres et frapper ses ennemis dans l'obscurité. Sous le commandement de leur Oyabun, les membres de l'équipe Last Blossom travaillent comme des agents de la mort, utilisant leur capacité d'assassinat pour leur accorder des bonus supplémentaires afin d'éliminer des victimes sans méfiance. Mei Fang, avec le mot-clé Fonderie. Mei Fang est le chef de la Fonderie, une division de la MSU qui construit les voies ferrées qui traversent Malifaux. Cet environnement l'a forgée en guerrière mortelle qui peut facilement obtenir les combinaisons qui vont déclencher ses attaques dévastatrices ou prolonger ses assauts de frappe mortelle. Comme le reste de l'équipe, elle possède la capacité de se téléporter d'un marqueur de ferraille à l'autre, créant ainsi un réseau de rails sur le champ de bataille. Mei Fang peut être joué à la fois pour les Ten Thunders ou pour les arcanistes. Lucas McCabe, avec le mot-clé Wastrel. Suite à son licenciement par le gouverneur général de Malifaux, Lucas McCabe s'est retrouvé dans une situation désespérée, travaillant avec de nouveaux alliés inconnus. Heureusement, il a conservé son fidèle cheval et une cage d'artefacts qu'il peut distribuer à ses subordonnés pour les aider au combat. Comme il sied à un groupe de chasseurs de trésors et de crapules, les Wastrel qui le suivent au combat possèdent souvent la capacité de pillage des fournitures, ce qui leur permet de tirer une carte s'ils commencent leur activation près d'un marqueur de ferraille. Lucas peut être joué avec les Ten Thunders ou la Société des Explorateurs. Yanlo, avec les mots-clés Ancestor et Retainer, que nous avons déjà vus chez les Résurrectionnistes. Jacob Lynch, avec le mot-clé Honeypot. Le changement de chef des Neverborn n'est pas passé inaperçu pour Lynch, qui a rompu les liens avec la faction, de plus en plus génocidaire et sert maintenant les 10 tonnerres. Malgré cela, il continue de s'occuper de Brillance, l'essence distillée et hautement addictive des ténèbres. Travaillant désormais comme maître du contrôle, Lynch peut désormais transformer des ennemis dépendants en ses propres serviteurs volontaires. Cela permet aux joueurs du Honeypot Casino de truquer le jeu de cartes et de remplacer les cartes de leurs mains par celles du haut de leur jeu. Asami Tanaka, avec le mot-clé Oni. Travaillant principalement comme un passeur pour le passage des Oni, des sortes d'esprits, à Malifaux, Asami agit en tant qu'invocateur. Bien que ces Oni soient puissants, ils sont également limités par leur lien avec le plan dimensionnel de Malifaux. Chacun de ces Oni, en utilisant des tokens, peut gagner de puissants avantages pour leurs actions. Cependant, si jamais ils ont plus de 3 jetons, le modèle sombre dans l'oubli et est retiré du jeu. Yuko Hamasaki, avec les mots-clés Ki Endang. Le dernier membre des 10 tonnerres est le propriétaire du Ki Engang, un mystérieux bordel réseau d'information du syndicat du crime niché au cœur du petit royaume de Malifaux. Yuko a les doigts sur le pouls de la ville, et elle utilise ces informations pour manipuler la main de l'ennemi, faire passer ses ennemis et gagner des soulstones pour obtenir des bonus sur tous les duels que sa bande effectue. Voilà, nous avons fait le tour du Ten Thunder, passons maintenant à la faction suivante. Les Arcanistes. Branche secrète de l'Union des mineurs et des monteurs de vapeur, les Arcanistes estiment qu'il faut laisser les humains libres d'embrasser la magie et de se délecter de son pouvoir.
Pour les personnes extérieures à l'organisation, ils sont considérés comme des anarchistes et des criminels. Mais pour ceux qui partagent leur vision, les arcanistes sont une collection ambitieuse d'hommes dont le travail quotidien est de lancer des sorts qui sont capables de réaliser des exploits merveilleux. Voici les chefs charismatiques qui dirigent les bandes jouables arcanistes. Colette Dubois, avec le mot-clé performeur. La propriétaire du Théâtre des Étoiles est une artiste accomplie et une magicienne habile qui s'appuie sur la condition de distraction pour rendre ses adversaires inoffensifs. Ses tours de magie lui servent sur le champ de bataille car elle est capable de disparaître en un clin d'œil ou de changer la position des modèles amis. Les artistes du Théâtre des Étoiles possèdent la capacité « Ne vous occupez pas de moi », qui permet d'effectuer une action d'interaction même lorsqu'elles sont engagées, ce qui rend très difficile pour l'adversaire de les empêcher de mener à bien leur stratégie et leur plan. Marcus, avec le mot-clé Chimera, que nous avons vu dans les Neverborn. Tony Ironside, avec le mot-clé MSU, pour Malifaux Soulstone Union. Bien qu'elle soit devenue présidente du syndicat des mineurs et des monteurs de vapeur, Tony Ironside est encore tout à fait capable de faire du mal aux gens dans les combats de mêlée. Elle fonctionne comme une combinaison de distributeur de dommages et de bâche protectrice, avec une grande capacité de survie et des moyens d'attirer les gens au combat avec elle. Travaillant souvent dans les profondeurs des mines de Malifaux et dans d'autres conditions difficiles, l'équipe de Tony possède diverses capacités qui lui donnent des bonus une fois que sa santé est réduite de moitié ou moins. Kairis, avec le mot-clé Wildfire. Nouveau chef des arcanistes, elle rêve de liberté. La liberté pour les arcanistes d'être des magiciens et non des proscrits. Elle veut la permission généralisée de la pratique de la magie sur Malifaux. Accessoirement, c'est aussi une pyromane qui transforme le champ de bataille en un enfer de marqueurs de bûcher. L'équipe des pyromanes jette le feu autour de n'importe quel modèle sur leur chemin, tout en pouvant augmenter les dommages causés par le feu. Ils peuvent les répandre davantage ou déplacer les marqueurs de feu sur le champ de bataille, recouvrant ainsi leurs ennemis sous des murs de flammes. Rasputina, avec le mot-clé December. La sorcière de l'hiver a principalement la capacité de faire exploser les gens avec de la magie de glace, augmentant ce pouvoir avec la capacité de créer de nombreux piliers de glace à travers le champ de bataille, bloquant par là même les mouvements ou utilisant ces piliers nouvellement créés comme des miroirs pour faire rebondir ses sorts. Le culte de décembre est principalement divisé en deux groupes. Les cultistes cannibales qui peuvent manger les cadavres pour se soigner et les créatures de glace qui deviennent des piliers de glace lorsqu'elles sont tuées. Ces ennemis, une fois le mois de décembre venu, se figent. Quel mois sommes-nous déjà ? Charles Hoffman, avec le mot-clé Augmented, que nous avions vu dans la guilde. Mei Feng, avec le mot-clé Foundry, que nous avons vu dans les Ten Tenders. Sandip Desai, avec les mots-clés académique et élémental. Sandip se concentre sur le contrôle des énergies élémentales de Malifaux et sur leur mise en forme physique, ce qui lui permet d'invoquer de nouveaux modèles et de contrôler les élémentaux de sa bande. Avec les autres universitaires à sa disposition, Sandip utilise sa capacité de mantra en se donnant, ainsi qu'aux élémentaux autour de lui, des avantages lorsqu'ils effectuent des actions concentrées de groupe. Voilà, nous avons fait le tour des arcanistes. Passons maintenant à la dernière faction. La Société des Explorateurs. Créée à l'origine pour redonner vie au sens de l'aventure de son fondateur, la Société des Explorateurs s'est depuis développée pour se concentrer sur le dévoilement des mystères de Malifaux et au-delà. Ces aristocrates, touristes de l'ombre et pionniers, s'aventurent dans les coins inconnus de ce monde pour chercher des connaissances, découvrir de nouveaux endroits et chasser le gros gibier. Si leurs motivations ne sont pas totalement claires, leur volonté d'amasser des artefacts rares ne l'est pas. Même si les 8 maîtres qui composent la Société des Explorateurs sont aujourd'hui connus, il n'y a à l'heure actuelle que 5 maîtres de cette faction qui soient vraiment jouables. Les 3 autres n'ayant pas encore de core box ou même de figurines. Mais les sorties des 3 prochains mois viendront rapidement combler ce manque. Voici donc les chefs charismatiques qui dirigent les bandes jouables des explorateurs.
Cornelius Bass avec le mot-clé frontière que nous avons vu dans la guilde. Lucas McCabe avec le mot-clé Wastrel que nous avons vu dans les Ten Thunders. Lord Cooper avec le mot-clé Apex. Après s'être éloigné de la politique et de la société, Lord Cooper dirige maintenant sa partie de chasse avec enthousiasme, recherchant de plus grands frissons à chaque chasse. Lord Cooper agit comme une centrale électrique à distance, utilisant son impressionnant fusil Nitro Express 950 et sa capacité Apex, instinct prédateur, pour abattre sa proie à tout prix. Il chasse rarement seul, souvent avec ses 2 chiens de chasse loyaux pour flairer les proies faciles. Cooper ne recule jamais, alors assurez-vous de bien planifier vos mouvements, sinon vous vous retrouvez dans sa ligne de mire. English Yvan, avec les mots-clés DUA et Amba. Diriger l'illustre département des affaires non gentlemaniques n'est pas un travail que la plupart des gens considéreraient comme simple. Mais Yvan assume les missions dangereuses avec grâce et ruse. Yvan est un puissant invocateur de milieu de terrain qui fait sortir les ombres de ses ennemis et utilise leur propre force contre eux. Il s'épanouit dans divers scénarios, utilisant sa propre capacité à remplacer les divers effets négatifs par un bonus. Yvan est sûr de pouvoir faire voir double à ses ennemis lorsque sa propre ombre, Monsieur Mordrake, se lance sur le terrain. Anya l'Icarien, avec le mot-clé Syndicate. Ses maîtres mots, vitesse et efficacité. Le mot-clé Syndicate est synonyme d'expansion. Une fois qu'ils ont pris leur marque, ils sont encore plus efficaces pour la protéger. La capacité d'expansion d'Anya est un puissant moyen de dissuasion car elle crée des auras dangereuses autour de ses marqueurs. Bien qu'ils ne soient pas les plus résistants, l'équipe du Syndicate est extrêmement cohérente, utilisant sa capacité de progression pour leur fournir tout ce dont ils ont besoin au prix d'une goutte de sang. Les joueurs qui sont capables de gérer au mieux le risque débloqueront véritablement le pouvoir du Syndicate. Maxine Agassiz, qui n'a pas encore de figurine, avec le mot-clé EVS. L'équipage du navire d'exploration supérieur est un groupe éclectique, chacun jouant un rôle sur la table de la même manière qu'il le ferait sur son navire. Maxine, commandante de leur expédition, est un capitaine de soutien adaptatif qui peut déplacer ses forces pour combattre n'importe quelle situation. Toute l'équipe de l'EVS possède 2 puissantes capacités. La découverte profonde et la reconfiguration, permettant un contrôle étendu de leur propre main du destin et des duels, ainsi que l'utilisation de chaque carte de leur main de contrôle. Pour l'équipage de l'EVS, la planification fait la qualité de ses actions. Nexus avec le mot-clé Cadmus. Le Cadmus est tout autour de nous, caché au plus profond du subconscient de vos ennemis, de vos voisins et peut-être aussi de vous-même. Nexus est une émanation de la volonté du Cadmus. Si le Nexus doit faire connaître sa présence sur le champ de bataille, il le fait en altérant les esprits de ses ennemis et en étendant son contrôle par l'intermédiaire de ses parasites. L'esprit de ruche de Cadmus agit comme un seul organisme sur la table, chaque modèle ne faisant en fait qu'un. Il vaut mieux éviter à tout prix les parasites de Cadmus car une fois qu'ils sont entrés dans votre esprit, ils ne vous lâcheront plus. Jetza, qui n'a pas non plus encore de figurine, avec le mot-clé Seeker. La mort est un inconvénient temporaire pour ceux qui se sont retrouvés dans l'orbite de Jetza. Cette éternelle vagabonde est experte dans le contrôle des points d'étranglement importants de la table, utilisant sa capacité de fragilité de la vie pour garder ses propres seekers autour d'elle longtemps après leur mort naturelle. Si elle rencontre des personnages hostiles sur son chemin, l'aptitude à la mort inévitable fera en sorte qu'ils trouvent leur fin rapidement. Voilà qui conclut le tour des maîtres de la Société des Explorateurs. Voilà, nous venons de faire le tour de l'ensemble des factions et des maîtres, ce qui représente déjà un nombre de figurines assez considérable, mais qui n'est qu'une infime partie de tout ce qui est disponible dans Malifaux. Puisque chaque core box peut être complété avec 1, 2, 3 ou 4 boîtes, si vous souhaitez faire grandir votre bande ou apporter plus de variabilité à votre façon de jouer. Nous venons donc de voir que Malifaux est un jeu riche en histoire, en personnages, en figurines, en factions
Et le tout pour un prix plutôt raisonnable. Mais même en ayant vu tout ça, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qu'est Malifaux. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, plus j'en découvre, plus je suis fasciné. Donc je vous invite vraiment à essayer Malifaux, à vous plonger dedans et à vous y intéresser. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Tant en termes d'amusement que de fluff, ou simplement d'aspect financier. Pour finir, concernant les factions et les maîtres, il faut savoir que Wyrd sort de façon, on va dire, assez régulière des versions alternatives de leurs figurines. Ces éditions sont limitées à la vente tant en durée qu'en quantité. Et pourtant, ces versions alternatives sont tout aussi jouables et il n'y a aucune différence entre une core box alternative et une core box normale. Les profils des figurines ne changent pas. C'est un peu comme si moi je me mettais une nouvelle tête. Ce que je dirais serait exactement la même chose, ce que je vous montrerai le serait tout autant. Et aujourd'hui, grâce à Paints & Games, vous allez avoir l'occasion de gagner l'une de ces rares box alternatives, Brine and Bones. Il s'agit d'une version alternative de Molly sur un thème Pirates des Caraïbes. Et avouez que la sculpture des figurines fait rêver. J'avoue que si elle n'était pas à gagner, je la garderais bien pour moi. Franchement, ça doit être un plaisir à peindre. Mais comme cette boîte vaut tout de même 98 $ et que vous ne la trouverez nulle part en France, pour participer au tirage au sort, nous allons récompenser les clients de Paints & Games. Par conséquent, si vous avez acheté n'importe quel article Malifaux, entre le 1er et le 31 décembre, vous participerez au tirage au sort. Je vous annonce d'ores et déjà que pour la vidéo numéro 2, une version alternative d'une autre core box sera mise en jeu. Et pour la 3e vidéo, celle de l'Expi Party, ça sera carrément toute une table de jeu, tapis et décors inclus. Ces 3 tirages au sort se feront sur le même principe. Par conséquent, il suffit que vous ayez acheté un seul produit pendant le mois et vous gagnez 3 chances de participer au tirage. Donc si vous souhaitiez vous mettre à Malifaux, je pense que c'est le moment. De plus, sur chacune de ces vidéos, je vais mettre en jeu une place dans un figostage spécialement dédié à Malifaux que je vais organiser en concertation avec les gagnants pour déterminer la date, ici, dans mes locaux. Par conséquent, les 3 gagnants bénéficieront d'un week-end complet de peinture avec moi. Week-end au cours duquel je leur montrerai ou leur apprendrai diverses techniques pour peindre leurs figurines. Si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner la box alternative, achetez quelque chose chez Paints & Games. Si vous voulez participer au tirage au sort pour venir en formation ici pendant un week-end, ajoutez simplement dans votre commentaire « Vive Malifaux ». Et n'hésitez pas non plus à me dire tout ce que vous pensez à propos du jeu Malifaux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui va bien sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee. Vous retrouvez le lien en description. Sur ce, bonne partie de Malifaux et à bientôt.